dans la ligne téléphonique qu'on a, on a un travailleur social très expérimenté qui est avec nous et un psychiatre. Et on regarde quelles mesures halachiques on peut ou on doit appliquer. Une personne qui a des phobies particulières et qui ne peut pas aller au mikvé parce qu'il y a de l'eau, parce qu'il y a des gens. Une personne qui est dépressive, comment est-ce qu'on gère cela? Comment est-ce qu'on l'aide à gérer? Maagal Nefesh ne nous donne pas les outils pour être thérapeute. Nous ne sommes pas des thérapeutes, c'est clair et net, mais nous avons les outils pour comprendre. Et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui deux membres de l'association Maagal Nefesh qui a été fondée par le Rav Yoni Rosenzweig et le psychiatre Shmuel Harris il y a déjà 2 ans. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bienvenue. Alors vous êtes Yoetzet Halacha, vous appelez Nathalie Lovenberg, on a l'habitude de vous voir dans nos émissions. Ouais. Voilà, bienvenue. Merci. Et vous êtes le Rav Shmuel Elikan. Voilà, vous êtes responsable, on va dire en tout cas, des réponses dans le cadre du centre d'appel qui a ouvert dans votre association. Vous êtes enseignant dans des écoles de surdoués. Vous faites des formations pour les rabbins, notamment, et les femmes, bien sûr, qui sont spécialisées dans l'Halacha, pour leur expliquer la maladie mentale et comment on peut apporter des réponses juives à ce genre de troubles. Alors, comment est né ce projet et pourquoi ce projet? C'est un projet qui est né du Rav Yoni Rosenzweig, donc qui a écrit justement ce livre qui s'appelle Nafshi Beshailati, qui traite des questions de réponses et des questions et réponses sur les problèmes mentaux qui touchent énormément de gens. Donc on a les statistiques en Israël et partout dans le monde qui sont assez parlantes. Dans chaque communauté, en moyenne, on a 1 personne sur 3 qui souffre de troubles mentaux. Les troubles mentaux, c'est donc beaucoup de sujets différents. On a des psychoses, on a des difficultés affectives, on a des neuroses, on a des névroses, on a des dépressions, bien entendu. Et on a plein de choses. On peut avoir aussi des difficultés cognitives. Des troubles d'anorexie. Des troubles de l'alimentation, tout à fait. Il y a énormément de choses qui touchent énormément de monde. Et le Rav Yoni Rosenzweig s'est rendu compte un certain nombre d'années qu'il n'y avait pas de réponse halachique suffisamment basée, ordonnée, réunis en un seul livre pour traiter de ces choses-là. Alors on a par exemple des centres qui sont spécialisés dans les questions de fertilité, comme le centre Poua, etc. On a des différents centres qui sont spécialisés, Machonat Torah V'Haaretz pour les questions qui sont liées aux lois de la terre, mais on n'a pas un centre qui est lié aux lois de l'âme, aux lois de la santé de l'âme. On a des spécialistes en halakha et médecine, mais généralement ils ont souvent laissé ces questions qui sont liées aux troubles mentaux de manière inhérente de côté, c'est-à-dire c'est mis comme note de bas de page, mais c'est pas quelque chose qui est traité de manière systémique, on pourrait dire. Et donc ici, il a eu la volonté d'écrire un livre, et ensuite, après ce livre, ils ont décidé d'ouvrir aussi un centre qui est spécialisé et qui à la fois va former les gens, à la fois va leur expliquer, à la fois aussi va donner des réponses halachiques pour des gens dont la halakha fait partie de la vie, fait partie de l'identité juive, donc pour essayer d'aider les gens et de lutter contre la stigmatisation d'une part, et d'autre part aussi amener des réponses concrètes et réelles juives à ces problèmes-là, puisqu'on peut aider au niveau de la halakha. Nathalie, vous aussi, vous avez été confrontée à des situations parfois complexes. On ne sait pas toujours comment répondre. C'est pour ça que vous avez vous-même voulu vous former au sein de cette nouvelle association. On a trouvé qu'il y avait une nécessité d'avoir une formation pour savoir comment répondre à ces questions. Une des questions qui revient très souvent, mais ce n'est pas la seule, sont les problèmes de TOC, donc de troubles obsessifs-compulsifs, où des femmes peuvent retrouver ça dans tous les domaines de la vie, mais ça peut aussi arriver dans le domaine de la pureté familiale, là où moi je travaille, et ça peut vraiment handicaper le couple, en fait, pas uniquement la femme et le couple. Et donc, on avait besoin ça voudrait dire quoi? Par exemple, une femme, elle va aller au mikvé plusieurs fois, elle va faire quoi? Ça voudrait dire, au niveau de la femme, des questions incessantes. Une question, c'est toujours normal. Même 2 questions, c'est normal. Le moment où la question revient encore une fois, le doute est persistant, alors on a déjà un problème. Elle n'arrive pas à s'arrêter, elle n'arrive pas à sortir de cela. Une personne qui a un TOC, en fait, a quelque chose qui la travaille, et elle aura une cérémonie particulière pour, quelque part, sortir de ce doute. En général, la cérémonie ne s'arrête pas là. Elle va la faire 1 fois, 2 fois, 3 fois, 100 fois. Et donc, ça peut être au niveau des questions, ça peut être au niveau des préparatifs pour le mikvé, ça peut être après le mikvé, et donc elle ne va pas réussir à être sereine non plus. Et ça peut vraiment handicaper et la femme et
par le couple aussi. Une personne qui a des phobies particulières et qui ne peut pas aller au micro parce qu'il y a de l'eau, parce qu'il y a des gens. Une personne qui est dépressive, comment est-ce qu'on gère cela? Comment est-ce qu'on l'aide à gérer? Alors de nouveau, Maga Nefesh ne nous donne pas les outils pour être thérapeute. Nous ne sommes pas des thérapeutes, c'est clair et net. Mais nous avons les outils pour comprendre d'abord de quoi il s'agit. Et après, pouvoir donner une réponse à l'achik et l'aider après à trouver un thérapeute qui va l'aider. Qui vous contacte en général? Qui vous appelle? Alors on a de tout, on a des thérapeutes qui nous... Je suis en contact avec un certain nombre de thérapeutes pour des questions, notamment comment faire certaines thérapies. Est-ce que alariquement on peut ou ne peut pas? On a des familles de personnes souvent en détresse ou qui souffrent, qui sont en souffrance, ou alors parfois des personnes en souffrance elles-mêmes. Ces derniers temps, il y a pas mal de personnes qui téléphonent avec des problèmes de schizophrénie, etc. Et une fois, il y avait un jeune garçon Chabad à la fin de la question, enfin de la discussion qu'on a eue. On fait aussi des discussions qui sont liées au judaïsme de manière générale, pas seulement des questions de l'halakha, mais généralement c'est plus orienté vers la halakha. Alors il m'a dit c'était une hitvadout très sympa. C'était une discussion chassidique comme ça. J'étais bon, c'était pas le but de la, mais on est là aussi pour soutenir. Donc en fait c'était le travail des rabbins de tout temps au fil de l'histoire. Mais ça, alors quoi, ça veut dire que ça s'est perdu. Il y a moins de, on a délaissé cette partie là de halakha qui concerne la maladie mentale? Je ne pense pas. Je pense que quelque part, comme on l'a dit avant, il y a toujours eu un débat halachique autour des maladies, mais en général des maladies physiques. Parce que maladie physique, on peut la mesurer. C'est beaucoup facile. Donc ça fait peur, la maladie mentale. Alors, c'est un inconnu. On en parle déjà de tout temps dans la Gemara. On parle de concept de maladie mentale. Il n'y a pas de nom défini. C'est quelque chose qui est très difficile à mesurer, à définir, qui est très vaste, comme on l'a vu. Et en conséquence, il est très difficile de donner des définitions précises sur qu'est-ce qu'on fait en quel cas. Si j'ai un malade physique qui est en danger de mort ou il y a peut-être un danger, on a les principes de Pikuach Nefesh, on a les principes de Safek Peknash, où on a un doute, et on a avec cela des principes très clairs en halakha, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut ne pas faire, que ce soit dans le domaine de Shabbat, dans le domaine de Kashrut ou autre. Lorsqu'on parle de maladie mentale, jusqu'à il y a peu, on n'avait pas de définition de qu'est-ce qui est quoi. Est-ce que le fait d'être dépressif, ça veut dire que la personne est en risque de suicide? Est-ce qu'une personne qui est anorexique l'est, etc. Donc, tant qu'on ne sait pas ces choses-là... Et puis on n'a pas encore parlé des maladies dégénératives comme l'Alzheimer, par exemple. Exactement. Donc, il y a des tchouvot, il y a des responsables sur ces sujets-là, mais jamais assez, et en général pas assez détaillé parce qu'on ne pouvait pas. Ce qui est révolutionnaire dans le travail qui a été fait par le Rav Rosenzweig, c'est qu'il a vraiment pris les maladies mentales une par une, les a définies, aussi les risques de chaque personne de mortalité ou d'autres, et par rapport à ça, donner aussi aux personnes qui vont répondre à ces gens-là les outils pour pouvoir savoir si cette personne me dit qu'elle a X, alors je sais que je dois absolument faire attention à Y. Et ça, c'est quelque chose qui est, à mon avis, révolutionnaire. Donc c'est listé vraiment de façon très organisée, quoi. Enfin très claire surtout. Dans la Talmud, dans le traité de Chagiga, on a une définition de quelqu'un qui est fou, choté. Maintenant, il y a 3 définitions qui sont données là-bas. C'est quelqu'un qui va se promener la nuit ou qui va aller se promener dans le cimetière, ou alors c'est quelqu'un... Donc on a des exemples qui sont donnés là-bas, mais ces exemples, ils ont été appliqués différemment au fil des années. Il y a eu des événements qui ont fait qu'on a dû définir les choses différemment. L'avènement de la psychologie et de la psychiatrie, et ces dernières années, la révolution qu'il y a dans la psychiatrie, a fait que dans le monde psychiatrique, les choses se sont énormément précisées, et dans le monde de la halakha, il n'y a pas forcément les définitions. Donc là, il a pris dans ce livre le DSM, donc qui est le livre, la Bible des psychiatres, qui est écrite aux États-Unis, et en fonction de ça, il a défini est-ce que c'est une maladie dangereuse, pas dangereuse, donc est-ce qu'il y a plus de 5% de taux de suicide, il y a moins, comment on considère halakhiquement, est-ce qu'elle va engendrer d'autres problèmes, est-ce que en fonction de ça, quelle mesure halachique on peut ou on doit appliquer, et quel est
disons, le jeu qu'on peut avoir en tant que décisionnaire halachique, avec les sources qu'on a, comment appliquer la réalité. En réalité, le problème, c'est comment bien comprendre, percevoir la réalité, bien l'appréhender. Parce que, par exemple, vous avez parlé tout à l'heure des problèmes de troubles de l'alimentation. Donc, dans les troubles de l'alimentation, si un rabbin ne sait pas exactement ce que veut dire trouble de l'alimentation, alors quelqu'un va lui poser la question, est-ce qu'il faut jeûner ou pas jeûner à Yom Kippour, à Tisha B'Av, dans les petits jeûnes, etc. Alors, par exemple, à Yom Kippour, il va dire, bon, si tu es malade, qu'il y a un danger, etc., c'est quand même un interdit grave, c'est un interdit qui est passible de retranchement, qu'arrête. Donc, on va dire, dans ce cas-là, s'il y a un danger, c'est un danger qui est lié à un danger psychiatrique, mais on ne sait pas exactement ce que c'est. Bon, alors, il faut manger en petite quantité, moins qu'un kazaït, et c'est bon. Et si on connaît un peu comment fonctionne, par exemple, l'anorexie comme trouble de l'alimentation, mais il y a d'autres troubles, alors on peut voir, si on connaît comment ça fonctionne, on peut voir que ça peut être une réponse qui est néfaste, qui est dangereuse, puisqu'en fait, même si la personne n'est pas actuellement hospitalisée, ou même si elle a été hospitalisée il y a de ça quelques années, et que maintenant elle a juste un trouble, entre guillemets, elle a toujours cette douleur, cette souffrance qui est en elle, et ça arrive tout le temps, c'est quelque chose qui est avec elle, et il faut l'entendre, il faut discuter avec elle pour pouvoir vraiment entendre de quoi elle souffre, qu'est-ce qu'elle a, et à ce moment-là, on comprendra que si on lui donne en petite quantité, c'est quelque chose qui est néfaste, puisque après ça va engendrer, puisque elle va se remettre à calculer, etc. Et donc ça peut être très très dangereux pour sa santé. On imagine que cette ligne ne désemplit pas, que vous avez beaucoup d'appels, puisque vous nous avez dit qu'une personne sur 3 en Israël, voilà. Mais non, mais c'est vrai, a été susceptible, d'avoir, en tout cas, avait des troubles mentaux. Alors avec le spectre très large, on a compris que c'était pas forcément des schizophrènes, mais ça peut être très large, ça peut être un trouble autistique, ça peut être léger, ça peut être pas forcément beaucoup de gens avec des dépressions qui disent qu'ils savent pas comment faire Shabbat sans téléphone, par exemple. Il y a quelqu'un qui nous a téléphoné de Melbourne, en Australie, qui nous a dit, voilà, moi je suis obligé de passer Shabbat chez mes parents parce que j'arrive plus à être toute seule à la maison, et mes parents, ils sont pas d'accord que j'ai d'appareil électronique, et moi je suis obligé d'avoir mon appareil électronique, etc. Comment je fais, etc. Bon. Vous donnez des réponses, vraiment? Bien sûr. Sourcées. Ah oui, bien sûr, on écrit les sources, etc. Vous trouvez des solutions? Ah oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous dites dans ce cas-là, par exemple? Dans le cas du téléphone, les états sont dynamiques. À ce moment-là, on peut lui donner un éther d'utiliser son téléphone, étant donné son état qui est dépressif très grave et qui peut l'amener au suicide, et vraiment faire des actions en fonction de son histoire, en fonction chacun c'est personnel. Et lui dire, mais tu sais que ça va changer, rappelle-nous dès que ton état change, et aussi être en contact. Nous, ce qu'on fait très souvent, comme Nathalie l'a dit, on vient pas remplacer les thérapeutes, donc on est en contact et on essaye d'être en contact avec les thérapeutes de ces gens-là. C'est une dame qui nous a téléphoné des États-Unis, qui est balanite, donc c'est elle qui est responsable d'un mikvé. Elle souffrait même d'un trouble obsessionnel compulsif, elle passe entre 5h et 8h par jour à nettoyer le mikvé, et on l'a mis en contact avec un thérapeute pour pouvoir essayer de l'aider. Donc nous, on sait qu'on peut rien faire, on lui a donné les réponses halachiques qu'on pouvait lui donner, mais après ça, c'est plus de notre sort. Nathalie, vous avez bien sûr la liste des thérapeutes, enfin, vous savez à peu près qui adresser à qui, parce que c'est pas facile. Magen Fesh a une certaine liste de thérapeutes qui accompagnent et qui accompagnent aussi pour les réponses. Dans le domaine de Yotz Halacha, on n'a pas de liste en soi, mais c'est un network, donc on se parle directement. Si l'une d'entre nous aura une question sur un sujet particulier, on va directement envoyer à notre groupe qui connaît quelqu'un qui répond à ce qu'on a besoin exactement, et chercher. Est-ce qu'on trouvera la personne idéale nous-mêmes? Pas forcément. Est-ce qu'on va pouvoir aider la femme à trouver ou la personne à se trouver? On va essayer. Au minima, on va essayer de diriger la personne pour que la personne sache qu'elle doit absolument trouver quelqu'un pour l'aider. Beaucoup de gens appellent oui, mais encore plus de gens n'appellent pas. Et ça, je pense, c'est quelque chose qui est le plus important à dire ici, c'est qu'on a dit qu'il y a une personne sur 3 qui souffre de troubles mentaux ou qui en souffrira. C'est énorme. Ça veut dire aussi que nous, en tant que communauté, si on regarde à droite, à gauche, dans notre propre ça veut dire que il y en a. Nous allons à la synagogue, on va s'asseoir, et il faut être conscient que oui, près de moi, il est très fort possible qu'il y ait une personne qui souffre. Et elle ne me le dit pas parce qu'il y a un stigma, il y a un tabou, on ne parle pas de ça. C'est une maladie qui est complètement invisible. Dire, parfois, on va le voir quand il y a des choses... Une personne qui a il y a des choses qu'on va voir. Quelqu'un qui est en pleine psychose, on va le voir. Mais il y a beaucoup de choses qu'on ne va pas voir. C'est une maladie invisible. Quelqu'un qui a une dépression va savoir mettre un masque, vraiment un masque sur lui-même, et sortir avec
un sourire plastifié donc, sur lui, mais en fait, à l'intérieur, il est complètement dépressif. On ne va pas forcément le voir. Donc déjà, être conscient que ça existe, nous, en tant que communauté, et pour eux aussi, que eux sachent qu'ils doivent appeler. Bien sûr, c'est très important, mais parfois, il y a des gens, alors je pense à des couples où l'un des deux peut rencontrer une crise ou une dépression, et dans le déni. Donc la personne qui est malade refuse. D'être considérée comme malade. Donc le conjoint ou la conjointe, c'est très compliqué. Donc c'est lui qui va appeler. Donc c'est le conjoint qui va souvent appeler dans ces cas-là. C'est aider à trouver. Et de nouveau, quelque part, je pense... Vous donnez des techniques pour faire en sorte... On n'est pas thérapeute. Mais on va aider pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire anarchiquement pour aider la personne qui est en détresse si on voit qu'il y a un problème. On pourra dire au conjoint que si l'autre a subi X, Y et qu'on sait que telle chose peut aider, que ce soit dans le domaine de l'akha ou de l'autre, vous pouvez faire telle chose si ça peut l'aider. On ne va pas être thérapeute, parce qu'on n'est pas. Pas thérapeute, mais au moins des conseils pour mettre sur la bonne voie. Au moins aider d'un point de vue halakhique. Point de vue halakhique, on peut aider. C'est vraiment selon la halakha. Il n'y a pas de bonne voie. La bonne voie, c'est vraiment c'est le thérapeute qui sera la bonne voie. Mais on pourra savoir dire qu'est-ce qu'on peut faire. Avec eux, mais on ne peut pas plus que ça. Par contre, il faut aussi savoir qu'on est entouré par des professionnels. Ça veut dire, dans la ligne téléphonique qu'on a un travailleur social très expérimenté qui est avec nous et un psychiatre qui est avec nous, qui nous entoure. On fait du débriefing, on regarde quelles sont les différentes questions qu'on a eues, comment on a traité, etc. On écrit aussi pour nous-mêmes quelles sont les sources qu'on a utilisées. Alors, qui répond pour l'instant, on est 4 personnes, donc une femme qui s'est fraîchement jointe à nous et 3 rabbins, donc le Rav Yoni qui a écrit le livre, moi-même et un autre rabbin qui s'appelle le Rav Avichai. Et donc on est nous 4 en train de prendre les différents appels. On peut faire des appels soit par Zoom, soit par chat, par écrit. Il y a des gens qui préfèrent écrire, soit par téléphone. Il y a un numéro de téléphone ? Tout est marqué sur le site, c'est mnefesh.org. Et donc là-bas on a tout, il y a toutes les informations et donc on peut s'inscrire à une date particulière. Toute personne qui s'inscrit sur le site, c'est absolument gratuit et reçoit une demi-heure, donc avec un rabbin de son choix, entièrement consacré à l'écoute des besoins de la personne qui prend contact avec nous. Bon, c'est révolutionnaire. Ah oui. Vous répondez en hébreu, j'imagine. Et en français. En français. Anglais, français. C'est ça. On peut contacter en français, en hébreu et en anglais. Et on répondra dans les 3 langues aussi, selon la personne qui demande. Voilà, donc c'est vraiment extra. Donc en tout cas, bravo pour le travail, bravo pour ce très beau projet. J'imagine qu'il va prendre de l'ampleur. En tout cas, c'est ce qu'on espère. On vous le souhaite. Donc il n'y a pas de honte, évidemment. On n'est pas là pour stigmatiser les gens. Si vous avez des soucis, vous pouvez très bien contacter mnefesh.org. Voilà. C'est des choses qui arrivent à tout le monde. Exactement. Il faut en parler, il ne faut pas avoir honte. Surtout aujourd'hui, on vit une époque très difficile après le corona, avec des gens, la hausse des prix, les gens des enfants qui ont été beaucoup sur Zoom, beaucoup d'enfants qui sont dépressifs. C'est tout à fait normal, il n'y a pas de honte à parler de ça. Il faut vraiment lutter contre la stigmatisation. Et si nous, on peut le faire en tant que personne de la halakha, qui traitons de la halakha, alors chaque communauté à son niveau, chacun à son niveau, il a aussi... il faut aussi le faire, prendre cette sensibilité-là. Un devoir de lutter contre la stigmatisation. C'est pas une honte, c'est pas une tare, c'est pas quelque chose qui est contraire à l'humain. Ça fait partie de l'humain. Et de la même manière que quelqu'un peut avoir une jambe cassée, ça va pas le définir. Je suis pas la personne à la jambe cassée, j'ai une jambe cassée. De la même manière, quelqu'un peut avoir une dépression, ça veut pas dire qu'il est le dépressif. Il a une jambe cassée, alors ça va passer, on peut traiter, ça peut se traiter. Pareil pour la dépression, pareil pour toute chose. Parfois il y a des maladies avec lesquelles on doit vivre, mais alors parfois il y a des solutions médicamenteuses, etc. Bon, chacun il y trouvera son mais en tout cas, avoir du soutien. Et je rajoutais à ce que avec un dit une dernière chose, c'est que se rappeler qu'on vit une vie, une Torah de vie. Voilà. Et ne pas croire que la halakha va nous empêcher de vivre si on a un trouble quel qu'il soit, et savoir qu'on peut appeler parce que la halakha est là pour nous aider, pour être avec nous, pour vraiment vivre une vraie vie de Torah.